est-ce que je donne trop? Vous êtes peut-être déjà posé cette question, est-ce que je donne trop dans mon couple? Est-ce que je donne trop à ma famille? Est-ce que je donne trop au travail? Si l'on se pose cette question, c'est que l'on ressent que l'on n'est pas dans un échange équitable, que l'on a l'impression de donner beaucoup de soi, mais de ne pas recevoir un juste retour. Pour comprendre d'où vient cette impression de trop donner, mais aussi parfois de ne pas assez donner, j'aimerais vous parler d'un besoin inconscient qu'on partage tous, le besoin de réciprocité. Comprendre ce besoin inconscient va nous aider à trouver un meilleur équilibre dans notre rapport aux autres. Moudassem, amour avec vous, on va donc maintenant explorer la question, est-ce que je donne trop? Et oui, qu'est-ce que je peux y faire? En sortant de l'hôtel, je vois un homme qui s'avance vers moi, d'un pas assuré, avec un sourire aux lèvres. Je ne le connais pas. Je vous parle d'une situation qui s'est passée il y a 15 ans maintenant. Je me trouve alors dans la ville de Fès, au Maroc, pour 5 jours, pour assister à un festival de musique. Lorsque cette personne arrive à ma hauteur, le jeune homme, qui semble avoir le même âge que moi, me dit, avec un sourire encore plus grand, Monsieur, je vois que vous êtes client chez nous. Il me montre derrière moi l'hôtel d'où je venais de sortir et il ajoute J'espère que vous avez passé un bon séjour à Fès. Je lui réponds par l'affirmatif et il m'explique alors qu'il vient de finir son service du matin. C'est bientôt l'heure du déjeuner et je veux retrouver un petit restaurant où j'avais mangé 2 jours auparavant où ils font un délicieux tagine avec un œuf au plat dessus. Et Youssef, on va l'appeler Youssef car je ne sais plus comment il s'appelle, Youssef me propose de m'aider à retrouver ce restaurant. Tout en marchant, on discute du festival de musique, je lui parle de là où j'habite en France, il me parle du Maroc, et Youssef me raconte un tas d'anecdotes sur la ville de Fès, mais aussi me parle un peu de lui, sur son village, de sa décision de venir dans une grande ville. On arrive enfin sur la rue du restaurant, et alors que je m'apprête à serrer la main à Youssef pour lui dire au revoir, il me dit je connais bien ce quartier, si tu as encore un peu de temps, je peux te montrer un endroit méconnu mais qui est à voir. C'est une très ancienne église qui ne se trouve pas dans les guides touristiques. Je dis allons-y, j'étais là pour visiter aussi cette belle ville. Donc on marche encore bien pendant 20 minutes. On s'éloigne des routes principales du centre-ville pour enfin arriver à une grande bâtisse qui est bordée par un potager sur son flanc et cette bâtisse est entourée de grands chênes qui apportent une ombre bienvenue. Ça fait du bien parce que la fraîcheur et le calme du lieu contrastent avec l'agitation et la chaleur du centre-ville. Youssef entrouvre doucement une petite porte et annonce son arrivée. Quelques instants plus tard, une bonne sœur arrive à notre rencontre. Elle et Youssef semblent se connaître, elle me salue d'un aimable sourire et nous invite à rentrer. Sur ma droite, je peux voir la salle de messe, mais on va plutôt dans une grande cuisine dont les fenêtres ouvertes donnent sur un jardin sauvage. La bonne sœur nous invite à nous asseoir et nous propose du thé et des biscuits. Et on discute ensemble, elle nous parle de l'origine de l'église. Au bout d'un moment, je ne veux pas rester trop longtemps parce que j'ai vu qu'elle était occupée dans sa cuisine lorsqu'on était arrivé. Je ne veux pas abuser de son hospitalité. Donc on décide de repartir et sur le chemin du retour, Youssef me reparle de son village et de sa fille qu'il ne voit pas assez. Il m'explique qu'il lui faut plus de 3 heures de route pour retourner dans son village et à cause de son travail, il y va seulement une fois tous les 3 mois. Et Youssef me dit, j'aimerais ramener à ma fille un beau cadeau cette fois-ci. Mais il me dit, c'est pas facile, dépenser, tout coûte si cher. À ce stade, il m'en faut pas plus pour deviner qu'après cette observation va venir une demande. Je peux même le voir au visage et à la posture de Youssef qui semble maintenant plus sérieux. Et en effet, il me demande si je peux l'aider à choisir un cadeau à sa fille et si je peux l'aider à lui faire un beau cadeau. Là, je comprends que tout ce que l'on avait fait jusque maintenant, c'était une préparation à cette demande. Que probablement Youssef ne travaille même pas à l'hôtel où je me trouve et qu'après moi, il ira chercher un autre touriste pour lui faire ce même tour de charme. Et malgré que j'ai pleinement conscience de cela et que je lui fais aussi comprendre, je décide tout de même de lui donner un billet de 100 dirhams, je crois que c'était une dizaine d'euros à l'époque. Alors pourquoi je lui ai donné de l'argent alors que je savais que je me faisais pigeonner? Eh bien, c'est dû à un mécanisme psychologique, le besoin d'exprimer la réciprocité. Pour faire simple, si une personne fait des actes amicaux, on va en réponse faire des actes amicaux. Et Youssef m'a fait passer un bon moment, il était sympa et intéressant, il m'a fait découvrir un coin de Fès que je n'aurais jamais découvert seul. Alors bien sûr, on peut questionner la méthode, Youssef aurait pu venir
me voir à la sortie de l'hôtel et me proposer ses services de guide, mais je n'aurais probablement pas été intéressé. Ce que Youssef a fait, c'est d'abord offrir un service de qualité en sachant, probablement par expérience, que la plupart des personnes allaient se sentir inconsciemment redevables et lui donner quelque chose en retour. Il stimule en eux le besoin d'exprimer la réciprocité. On va explorer ce qu'est la réciprocité et cela va nous expliquer pourquoi on a parfois l'impression de donner trop, d'être trop gentil et d'autres fois de ne pas l'être suffisamment. On a vu que la réciprocité veut dire qu'en réponse à des actes amicaux, on va être plus agréable et coopératif et inversement, en réponse à des actes hostiles, on va être plus méfiant, plus méchant. C'est une norme sociale qui est profondément inscrite en nous et qui a facilité l'évolution de l'humanité. Cela nous a permis de vivre dans des groupes de plus en plus grands, allant de la tribu d'une cinquantaine de personnes à des villes de plusieurs millions d'individus. De bons rapports sociaux dépendent grandement de cela. Auparavant, dans une tribu, chacun contribuait au vivre ensemble. Toi, tu vas chasser, moi, je m'occupe des enfants et des huttes. Il y a une réciprocité implicite. Si une personne mange la nourriture ramenée mais ne participe pas en retour, si elle en a la capacité, donc bien sûr, à l'époque, les enfants et les personnes âgées étaient exclus de cela, il n'y avait pas de demande sur leur contribution, mais si une personne a la capacité de contribuer aux tâches du quotidien, mais qu'elle ne le fait pas, elle risque de se faire rejeter par le groupe, mettant en danger sa propre survie. Ce mécanisme primitif du vivre ensemble a permis la construction de sociétés plus complexes. D'ailleurs, les premières lois écrites rendent explicite cette dynamique sociale. Elles prennent appui sur une tendance profondément humaine. Le Code d'Hammurabi date de plus de 3750 ans et il est considéré comme l'un des premiers textes de loi. On y retrouve la loi du talion, un œil pour œil, qui reflète exactement l'idée de réciprocité. Dans la loi numéro 196, il est dit « Si un homme détruit l'œil d'un autre homme, alors on doit lui détruire un œil. S'il brise l'os d'un homme, on lui brisera un os. » Aujourd'hui, ça peut sembler brutal, mais alors que l'humanité se construisait, cela a été naturel de construire des lois en prenant appui sur un mécanisme déjà bien en place dans la nature humaine. En 1978, les chercheurs Richard Leakey et Roger Lewin ont suggéré que les humains ont survécu car nos ancêtres ont appris à partager des biens et des services dans un système d'honneur et d'obligation. Pendant très longtemps, la réputation d'une personne était ce qu'elle avait de plus important. Une personne qui a une bonne réputation est une personne qui respecte la loi de réciprocité. On a en soi ce besoin de réciprocité et lorsqu'il y a un déséquilibre dans notre rapport avec les autres, c'est quelque chose qui va nous travailler, qui va nous gêner. Cette gêne va prendre la forme de frustration, lorsqu'on a l'impression de trop donner et de ne pas recevoir assez en retour, et de culpabilité lorsque l'on a l'impression de prendre mais sans suffisamment donner en retour. Trop donner crée de la frustration. Parfois on a l'impression qu'on donne beaucoup trop et au bout d'un moment, cela crée de la frustration, de la colère, voire du ressentiment envers l'autre. Lorsqu'on a l'impression de trop donner, on peut en vouloir à l'autre de ne pas être assez attentif, mais aussi à soi-même. On peut s'en vouloir de ne pas s'affirmer davantage. Dans les deux cas, il y a un sentiment de frustration par rapport à la situation. Ce sentiment de frustration est une indication que notre besoin de réciprocité n'est pas respecté. Ça peut également pencher dans une autre direction lorsqu'on a l'impression de ne pas assez donner. Dans ce cas, on ressent de la culpabilité. Ne pas assez donner crée de la culpabilité. Il faudrait que je fasse un effort, je suis trop égoïste, je pense trop à moi. Dans ce cas, on ressent un déséquilibre entre ce que l'on reçoit d'une personne et ce qu'on lui donne en retour. Et l'on se sent coupable de ne pas honorer notre part. Quand on ressent de la frustration parce qu'on a l'impression de trop donner ou de la culpabilité parce qu'on ne donne pas assez, c'est la manifestation du besoin de réciprocité qui n'est pas respecté. Alors comment rétablir un bon équilibre dans notre rapport aux autres et assouvir ce besoin de réciprocité ? Il faut commencer avant tout à vraiment regarder en soi. Où est-ce que je perçois un déséquilibre dans mon rapport à l'autre et qu'est-ce que je peux y faire ? Alors voilà un exemple qui est simplifié mais qui est tiré d'un cas réel.
Une femme dans le couple note que son conjoint ne fait pas avec elle les activités qu'elle aime, comme aller voir un spectacle, aller à des expositions, et quand son conjoint l'accompagne, il le fait à contre-cœur. Alors que de son côté, elle l'accompagne dans ses sorties sportives. Elle est frustrée par le manque de motivation de son conjoint pour les sorties culturelles, alors qu'elle fait l'effort d'aller au sport avec lui. Dans ce cas, la solution a été de trouver d'autres personnes pour les activités culturelles, donc ses amis lorsqu'ils étaient disponibles, ou bien une association qui organisait ce genre de sortie, et de demander à son conjoint de garder les enfants ce soir-là. En faisant cette demande, cette jeune femme a rétabli son besoin de réciprocité. En regardant clairement en soi et en communiquant ce qui nous semble juste, on peut trouver des solutions qui vont nous amener à respecter notre besoin de réciprocité et à désamorcer dans le processus les sentiments de frustration et de culpabilité. Alors bien entendu, c'est plus facile à dire qu'à faire, l'affirmation de soi n'est pas toujours évidente dans certaines situations ou dans certaines relations. Donc un bon premier pas, c'est d'apprendre ou de réapprendre à être attentif à ce que l'on ressent et à ce que l'on pense, mais aussi d'apprendre à être attentif aux autres. Moi, ce qui m'aide, c'est d'avoir des moments de pause et d'écoute, d'être intentionnel sur le fait de prendre un moment dans ma journée, même seulement une dizaine de minutes pour faire cela. On peut appeler cela de la méditation, de la contemplation ou simplement une bulle de présence. Ça aide à voir plus clair en soi et par extension à mieux exprimer ce que l'on ressent et ce que l'on pense. Si vous souhaitez faire un exercice simple pour vous reconnecter à vous-même, je vous invite à aller sur le lien taméditation.com. Il y a plus de 15 000 personnes qui ont déjà suivi cet exercice. C'est simple et efficace. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez l'essayer. Je vous mettrai le lien dans la description. On a vu qu'il était important de respecter le besoin de réciprocité. Autrement, l'on risque d'entretenir les sentiments de frustration ou de culpabilité et parfois les deux. Et ces sentiments vont nous faire du mal, on va ressentir de la colère envers l'autre ou parfois de la colère envers soi-même. Et si on laisse ces sentiments s'étirer dans le temps, cela va avoir un effet néfaste dans nos relations. On a vu aussi que ce qui va nous aider, c'est d'amener plus de conscience sur ce que l'on ressent et sur ce que l'on pense. Et entre parenthèses, la solution n'est pas de vouloir changer l'autre, car l'on est sûr d'alimenter encore plus de frustration. Non, la solution c'est d'apprendre à se connaître puis d'agir en conséquence, de communiquer ce qui nous semble juste. Le rapport que l'on entretient avec nos proches et avec les autres en général est bien souvent ce qui a de plus impactant sur la qualité de notre vie. Lorsqu'une relation devient source de tension, on peut maintenant voir cela comme une opportunité de plonger en soi, de mieux se connaître pour aussi mieux connaître les autres. La nature humaine, malgré ses apparentes contradictions et sa complexité, nous pousse vers un rapport juste, je crois même bienveillant, les uns envers les autres, et je trouve cela très encourageant. Si vous souhaitez plus d'épisodes explorant nos mécanismes inconscients comme le besoin de réciprocité, et si simplement vous avez apprécié cet épisode, merci de me le faire savoir en mettant un like ou en laissant un commentaire sur le podcast. Prenez bien soin de vous et de vos proches.